Nous restons dans le quartier, puisque nous avons le plaisir de recevoir Eleonora Canepari, qui est chercheur à l'école d'études des hautes études en sciences sociales, et qui a travaillé sur le quartier Belzunce, et plus particulièrement, elle a sorti un livre, je ne sais pas si vous l'avez là, votre livre. Bon, voilà. Donc elle a sorti un livre sur l'hôtel des Deux Mondes, qui est à 2 pas, et qui, à travers l'histoire de cet hôtel, a pu revisiter l'histoire de ce quartier. Quartier qui a beaucoup intéressé le comité, puisque l'année dernière, nous avions fait paraître un livre sur le site du Centre Bourse. Nous avons un gros livre de 300 pages avec tout ce qu'il y a autour du Centre Bourse en termes d'histoire et de patrimoine. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à le découvrir, parce que vous découvrirez des tas de choses sur tout ce qui est historique et patrimonial autour du Centre Bourse. Et donc là, on avait souhaité faire cette rencontre ce soir pour découvrir Belzunce avant Belzunce et peut-être aussi après Belzunce. Je vous laisse donc avec Eleonora Canepari. Merci beaucoup de cette présentation et plus en général au comité du Vieux-Marseille pour cette invitation et évidemment à la bibliothèque de l'Alcazar pour accueillir cette initiative. Je regrette en effet que ce soit la dernière, mais bon, espérons que ça puisse évoluer dans le futur. Donc c'est intéressant en plus parce que c'est au Centre Bourse et avec le comité du Vieux-Marseille qu'une partie de ma recherche a commencé. Vous savez, la recherche est parfois le fruit du hasard, pas que, évidemment. Moi, j'ai eu un peu de chance par-ci, par-là dans cette recherche. Et là, l'un des premiers événements qui a favorisé à mes yeux cette recherche, les bonnes issues en tout cas de cette recherche, a été le fait qu'un jour, je pense que j'étais avec ma fille et j'étais au Centre Bourse, donc pour toute autre raison, sûrement pour lui acheter des vêtements sans doute, et j'ai trouvé donc un stand du comité du Vieux-Marseille avec les publications. Et j'avais acheté en particulier celle sur le saga des hôtels meublés. Et ça m'a beaucoup aidé effectivement, parce qu'à l'époque, j'étais en train de mener un projet de recherche comparatif sur 4 villes de la Méditerranée, Rome, Marseille, Naples et Tunis, et sur les lieux d'accueil et de mobilité en particulier. Et donc, j'ai cherché un cas d'étude pour la ville de Marseille. Il me fallait donc un hôtel qui était une ancienne auberge, on va dire. Et donc, c'est aussi grâce à cette publication que j'ai suivi la trace et j'ai remonté donc que je me suis mis, on va dire, sur la trace de sur la piste de cet hôtel de Deux Mondes, qui est l'hôtel juste à côté, au 46 Cours Belzunce. Je pense que si vous n'êtes pas habitué du cours, vous ne l'avez peut-être pas forcément remarqué, dans le sens que c'est un hôtel qui n'a rien de particulier. Il n'est ni plus beau ou plus moche que d'autres. Donc, il est vraiment... Ça se fond dans les paysages, on va dire. C'est un bâtiment, voilà, du cours Belzunce. Actuellement, vous verrez... Bon, peut-être quand vous sortirez, du coup, vous allez regarder. C'est juste en face du tramway. Et actuellement, donc, il y a des panneaux comme ça aux fenêtres, roses, me semble, qui sont les panneaux de la société qui gère en ce moment cet hôtel, qui est une société qui fait de la protection par occupation, s'appelle. C'est-à-dire que cet hôtel, actuellement, n'est pas utilisé comme hôtel, mais les chambres sont louées à une population de résidents que le site veut des jeunes entrepreneurs, des jeunes artistes, des jeunes actifs, etc. Bon, moi, je pense que ce n'est pas tout à fait ça le profil. Et en tout cas, voilà, c'est des locations au moins qui servent donc au propriétaire de l'hôtel pour que l'hôtel ne soit pas squatté, en gros.
Mais bon, voilà, donc on est toujours dans une situation, dans une fonction d'accueil marchande, évidemment, dans une situation d'accueil des publics plus ou moins de passage, plus ou moins précaires. Et je ne répète pas forcément des jeunes start-uppers. Et donc, ce qui m'a intéressé de ce total, c'est que il était une auberge déjà, dès qu'on arrive à avoir des nouvelles, disons, des informations sur ces bâtiments, eh ben, on sait que c'était une auberge, c'est-à-dire une structure destinée à l'accueil des voyageurs, des gens de passage, etc. Alors, je sais que, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté l'histoire de cet hôtel au fil du temps. Enfin, non, je suis plutôt allée au contraire, c'est-à-dire je suis partie du XVIIe siècle et je suis arrivée plus ou moins à nos jours. Et ce que j'ai voulu faire, ça a été de proposer non seulement une biographie d'un hôtel, biographie d'un immeuble, qui en soi ne serait pas forcément si intéressante, mais j'ai voulu, à travers l'histoire de cet hôtel, raconter l'histoire de la ville, raconter l'histoire de la ville de Marseille, du quartier, et montrer comment on peut, à partir d'un tout petit lieu, insignifiant, si vous voulez, même vétuste, etc., anonyme, ordinaire, on peut saisir des dynamiques sociales, démographiques, économiques aussi, qui concernent bien plus que l'hôtel, les quartiers, la ville, et qui concernent les pays entiers, voire plus. Donc ça, c'était un objectif, on va dire, méthodologique. J'avais un objectif citoyen aussi, si vous voulez, et j'en parlerai au cours de cette présentation. Mais je voulais montrer, j'étais un peu, comment dire, agacée par cette vision du cours Belzunce, qui avant, ça s'appelait seulement les cours, les grands cours. J'étais un peu agacée par cette idée que les cours auraient été les lieux de la grande bourgeoisie, de la noblesse, des marchands, des grands marchands, des négociants, etc. Donc un lieu pour le beau monde, on va dire, un lieu de promenade, etc. Tandis que donc maintenant, c'est un quartier complètement... c'est un quartier qui, en tout cas, est défini et recensé comme un quartier pauvre, comme un quartier d'immigration, comme un quartier, parfois, j'ai entendu aussi, un quartier à éviter le soir, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre les moments où il y avait tout ce beau monde et les moments où ça devient le souk de la ville de Marseille, comme il était appelé aux années 80? Eh bien, la réponse de sens commun est la réponse implicite que, voilà, je pense que personne ne le dira directement, mais la réponse implicite, c'est que les immigrés sont arrivés. C'est la migration, en fait. Hein, c'est la colonisation, décolonisation et l'arrivée donc des immigrés, en particulier maghrébins. Alors, j'ai voulu montrer avec cette recherche que la mobilité et la migration, en réalité, étaient au cœur de ces quartiers bien avant le XXe siècle, donc bien avant l'arrivée de ce type de migration. C'est un quartier qui est véritablement fondé sur la mobilité. C'est un quartier dont l'économie et dont la société n'existeraient pas si ce n'était pas pour les flux migratoires continuels, depuis qui existait même avant l'ouverture du cours Belzunce. Donc ça a été mes objectifs. D'un point de vue, une petite partie un peu fastidieuse, mais qui est importante, d'un point de vue conceptuel, j'ai beaucoup mobilisé la notion d'entre-deux. La notion d'entre-deux est une notion qui a été développée
notamment dans la sociologie des migrations, et qui invite à regarder l'expérience migratoire en termes de simultanéité, c'est-à-dire de ne pas regarder la migration comme les passages d'un point A à un point B, tout simplement, mais de voir plutôt l'effet d'être en même temps dans les deux lieux, ce qui arrive très souvent. Beaucoup de gens qui arrivent en France font régulièrement des allers-retours chez eux. Beaucoup de gens appellent tous les jours via Skype les grands-parents pour montrer les petits-enfants parce que les grands-parents sont dans un autre pays. Enfin, moi, non, mais bon, je connais des gens qui le font. Donc, beaucoup de gens gardent des attaches très fortes dans les lieux d'origine. Donc, la migration, avec la sociologie aux années 1930 notamment, l'immigration avait été pensée comme la première étape d'un processus d'assimilation. C'est-à-dire qu'il fallait, pour s'intégrer dans la société d'arrivée, il fallait se dépouiller, perdre, couper tous les liens qu'on avait avec son propre lieu d'origine, pour pouvoir être effectivement intégré dans la société. À l'époque, on parlait c'était des sociologues américains, donc des États-Unis, donc la société nord-américaine de l'époque. Ce concept d'entre-deux met plutôt l'accent, je le disais, sur le maintien des liens, donc sur le fait qu'on peut être ici et là-bas, sur le fait qu'on peut être originaire dans notre lieu et garder ses attaches, mais être aussi parfaitement intégré, entre guillemets, dans la société d'arrivée. Et cette situation donc de l'entre-deux concerne, ces notions d'entre-deux m'a permis d'aborder plusieurs types de mobilité, donc de décloisonner quelque part la mobilité, de ne pas voir la migration seulement, comme je le disais, de point A, point B, je m'installe dans le point B, je reste ici, mais de voir tous les mouvements, tous d'autres mouvements migratoires qui sont les migrations, par exemple pendulaires, qui sont les migrations saisonnières, notamment en Ancien Régime. Moi, je suis historienne de l'époque moderne, du XVIIIe et XVIIe en particulier, siècle. Il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient des saisonniers, c'est-à-dire l'hiver, ils travaillaient en ville, l'été, ils retournaient à la campagne et ils travaillaient à la campagne. Donc, ils étaient effectivement dans un entre-deux toute la vie, pendant toute la vie. Et il m'a semblé que les hôtels, qui à l'époque étaient appelés auberges ou garnis, étaient les véritables lieux, points d'attache au niveau géographique, au niveau spatial, au niveau urbanistique aussi, de cette mobilité. Donc je me suis, comme je le disais, lancée dans cette reconstruction de l'histoire de cet hôtel. Donc ça, je l'ai fait avec, mais je vais y revenir, c'est juste pour introduire la question de la frise chronologique. Ça, je l'ai fait avec l'indicateur marseillais, donc ça concerne plutôt la période, le début de l'époque, de ce qu'on appellerait maintenant l'époque contemporaine. Mais commençons plutôt par le début. Alors, vous voyez ici, là, une carte qui a été élaborée par Julien Puget dans un livre qu'il a écrit sur... non, c'est dans l'ouvrage Police, une exposition qui a été faite aux archives municipales, mais Julien Puget est aussi auteur d'un ouvrage sur les courbes Belzance et sur l'agrandissement de Marseille, que je vous explique tout de suite ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Donc là, vous voyez les quartiers de Marseille à l'époque moderne. Donc vous voyez que la ville était... vous voyez déjà une disparité, une diversité entre la partie nord et en particulier nord-ouest de la ville et la partie est et la partie sud. Pourquoi il y a cette différence? Parce que effectivement, à l'époque... oui, peut-être ça se voit, je reste 2 secondes ici. Parce que jusqu'aux années 60 du XVIIe siècle, donc jusqu'aux années 1660,
La ville de Marseille était plutôt consistait en ces trois quartiers, Cordéville, Saint-Jean et Cavaillon. Et vous voyez effectivement que le tissu viaire, les réseaux des rues, est beaucoup plus morcelé, beaucoup plus imbriqué que dans la partie sud, où elle est bien géométrique. Et on voit en particulier cet axe viaire très large, ici et ici, qui sont, vous le savez parfaitement, les cours Belzance et la Canebière. Alors, effectivement, là, donc, on zoome sur la Blanquerie, qui était donc les quartiers qu'on appelle maintenant Belzance. Donc là, vous voyez en rouge les frontières, on va dire, les limites du quartier de la Blanquerie, et qui correspondait à la paroisse Saint-Martin. Et en bleu, j'ai tracé les frontières de Belzance aujourd'hui. Donc vous voyez quoi? Vous voyez que, en gros, on parle de la même chose à quelques mètres carrés près. On parle du même espace. Donc, je me suis autorisée à utiliser les sources de la paroisse Saint-Martin, les registres, les différents registres, les différentes archives que j'ai trouvées sur Saint-Martin, pour reconstruire l'histoire de Belzance et du cours Belzance en particulier. Alors, dans cette carte, vous voyez aussi l'agrandissement, c'est-à-dire vous voyez les limites de la ville précédente, donc la vieille ville en gris clair. Vous voyez la partie jaune qui est donc le secteur Belzance qui a été ajouté en 1666. Et vous voyez là en bleu donc là, le cours Belzance qui a été tracé donc, à partir des années 1660. Ce cours Belzance a été ouvert pour plusieurs raisons. Après, bon, voilà, j'imagine que dans le public, vous en savez quand même pas mal, mais moi, je parle à un public, enfin, comment dire, ne vous vexez pas si je vous dis des choses évidentes, parce que moi, je ne sais jamais qui c'est quoi, donc j'ai tendance à dire tout, et comme ça, après, si on sait déjà, on pense à autre chose de secondes, et après, on se remet à écouter. Donc, le cours Belzance a été ouvert pour plusieurs raisons. La raison qui est toujours mise en avant, c'est une raison esthétique. C'est-à-dire on est dans la période des embellissements. Il y a le cours qui est ouvert à Aix aussi. Ces cours s'inspirent beaucoup des corsi italiens, de la ville de Gênes, par exemple. Et donc on met beaucoup en avant des motivations de type esthétique. On voulait un bel endroit, un endroit ouvert, aéré, parce qu'on commence en ce moment avec les préoccupations hygiénistes qui lient la diffusion des maladies à la qualité de l'air. Donc on veut avoir des endroits espacés, pas comme la vieille ville qui était toute petite, et sans air et sans lumière. Donc on veut construire quelque chose comme ça, une belle promenade où effectivement les beaux mondes puissent se retrouver. Donc on parle souvent de cette raison, des embellissements, et on parle en réalité beaucoup moins d'une raison beaucoup plus pratique, qui est une raison tout d'abord économique, c'est-à-dire que la Canebière et le cours Belzance représentaient, comme je l'ai mis dans la citation, les seules rues ouvertes au roulage. Vous imaginez que... Alors, déjà, vous voyez que on va de la porte d'Aix jusqu'au port. Donc, ça veut dire qu'on relie symboliquement et surtout physiquement la Méditerranée à l'arrière-pays. Donc, en termes de circulation des marchandises, c'était une voie obligée parce que, comme je disais, c'était la seule voie ouverte au roulage. Ça aurait été beaucoup plus compliqué de faire ça, voire impossible, de faire ça dans la vieille ville. Alors,
c'est là que j'ai commencé à... voilà, que cette image qu'on a dans cette gravure me semblait particulièrement inadaptée. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, on veut proposer cette idée de l'espace ouvert, tout rangé, bien ordonné, symétrique, etc. Alors que s'il s'agit de deux seules voies ouvertes au roulage, les cours Belzunce devaient plutôt ressembler à ça. Dès qu'on a des photos, dès les premières cartes postales, les cours Belzunce ressemblent à ça. Alors, j'ai commencé à regarder dans les archives quels étaient les usages, effectivement, qui étaient faits de ces cours. Et j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes. Par exemple, alors déjà, il faut dire qu'il y avait une institution qui s'appelait le Bureau de l'agrandissement, c'est-à-dire donc que ces magistrats s'occupaient de tout ce qui concernait ces projets, cette opération d'agrandissement. Et il ne s'agissait pas seulement de décorer, de planter des arbres, etc., mais très concrètement, par exemple, de changer les bancs parce qu'ils s'abîmaient, parce que le bétail, dans son passage, les cassait au fur et à mesure. Ou il s'agissait d'empêcher que les muletiers passent avec leurs charrettes dans la partie qui pouvait encombrer, où il s'agissait encore d'empêcher que les cafés mettent leur table trop à l'extérieur, etc. Il s'agissait aussi de faire déplacer tous les vendeuses qui ont été mis après sur le cours Saint-Louis, les vendeuses des fleurs en particulier. Il s'agissait de réglementer les marchés alimentaires qui avaient encore lieu un peu plus loin sur le cours Belzunce, enfin au milieu à peu près du cours Belzunce. Et une autre source m'a montré aussi une très grande présence des colporteurs, des vendeurs ambulants par exemple, enfin des vendeurs ambulants. Il s'agit en particulier des procès-verbaux de la police qui sont dans les archives municipales de Marseille, dans lesquels donc, on voit plusieurs véritables descentes de police qui vont donc sanctionner des gens qui sont là pour vendre des choses diverses et variées sur les cours. Alors, je trouve que des sources ressortent une image beaucoup plus vivante et beaucoup plus près de cette image que celle qu'on a dans la gravure. Et que celle qu'on a aussi dans la mémoire, qui est restée dans la mémoire, c'est-à-dire ces grands cours bien espacés, bien aérés, où la noblesse allait se promener. Je me suis amusée en particulier à un cas, voilà, il y a un procès verbal de police aux années 1780, je ne me rappelle pas exactement l'année, dans lequel donc, il y a un colporteur, un vendeur ambulant, qui est arrêté. Et donc, on lui confisque, on lui saisit son ballot de vêtements. Et on va l'ouvrir dans une auberge. Je ne sais pas pourquoi dans une auberge. En tout cas, on va peut-être pour boire un coup en même temps. Donc, on va l'ouvrir dans cette auberge sur le Vieux-Port. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces ballots de vêtements? Eh bien, que des tissus et des vêtements de mauvaise qualité, en fait. De la laine, des couleurs gris, donc tout ce qui caractérisait les vêtements populaires. En soie, la soie, enfin la S-O-I-E, il y avait seulement, il me semble, en paire, une sorte de culotte jaune ou orange, en tout cas, je ne sais pas qui aurait pu mettre ça, mais c'était quasiment la seule, il y avait deux choses en soie, et c'était l'une d'entre elles. Donc, j'ai demandé l'avis, évidemment, des spécialistes de l'histoire du vêtement qui m'ont confirmé que c'était des vêtements des pauvres qu'ils vendaient. Donc, pourquoi ces messieurs se fait attraper sur le cours Belzunce avec des vêtements, comment ça s'appellerait, des fripes,
si c'était que les lieux de la noblesse. C'est impossible. Donc voilà, petit à petit, indice après indice, j'ai reconstruit donc ce tableau qui est beaucoup plus, comment dire, différence. Il y a une pluralité d'usages sur ce cours Belzunce, parce que je ne veux pas nier qu'il y avait la promenade aussi. Évidemment, il y avait la promenade, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait beaucoup d'autres utilisations. Comme c'est normal, si on ouvre une grande voie dans une ville, ben, évidemment, il y aura plusieurs usages, il y aura plusieurs formes d'utilisation de cet espace. Donc cette idée du souk, on va dire, comme je vous le disais, qu'il a été décrit dans les années notamment 80, là j'avais fait une petite recherche sur les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, pour voir justement comment ce quartier avait été raconté dans les journées télévisuelles de cette période. Donc c'était vraiment ce qui ressortait, c'était toujours cette idée du souk, du bazar, ça c'est 1959. Et donc, vous voyez cette présence du commerce partout, en fait. Vous voyez, c'est un lieu où on vend un peu de tout. C'est un lieu où on reste en mouvement, c'est-à-dire avec des formes de vente itinérantes. Donc voilà, tout ça me semblait faire contraste avec cette image un peu trop lissée, un peu trop polie, on va dire, de la gravure. Bon, ne regardez pas tout de suite, sinon ça... Attendez, je l'enlève, sinon vous regardez que ça. Je vous connais. Alors, qu'est-ce que je fais donc ensuite? J'ai eu encore un peu de chance, à mon avis, parce que j'ai trouvé deux choses très importantes. Alors, là, on va dire que j'avais pu établir que les cours Belzunce, c'était un lieu où il y avait plusieurs usages, où il y avait à la fois des marchands, des nobles qui se promenaient, mais aussi des bétails qui passaient, des colporteurs, des mendiants, etc. Donc c'est un lieu mixte. Mais ça, c'est, si vous voulez, on peut dire, bah, mais ça, c'est les gens qui passaient par là. Qu'est-ce qu'on sait des gens qui y habitaient? Et donc là, j'ai eu la chance. Bon, après, je n'ai pas eu une vision nocturne, je veux dire, je suis allée aux archives et j'ai cherché. Mais j'étais très contente de trouver ce document qui date de 1695-1698. Donc, c'est avant le grand recensement qui aura lieu à la fin du XVIIIe, en 1793. Et donc, c'est un état de la population de Marseille qui est fait pour des raisons fiscales. Alors, nous, les modernistes, on le fait souvent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recensement à proprement parler, parce que l'époque moderne, l'Ancien Régime, on l'appelle une époque pré-statistique, c'est-à-dire que le premier recensement est donc 1793, et à partir de là, on a des séries complètes de recensements. Mais avant, comment on fait pour connaître les habitants d'une ville? Alors, il faut détourner, si vous voulez, des sources qui n'ont pas été produites pour connaître la population. Ce n'est pas des finalités de connaissances démographiques, mais c'est des finalités fiscales. On veut imposer la population, on veut leur faire payer un impôt, et donc on va compter qui est redevable. Et ce faisant, on produit des sources qui sont très importantes et qui peuvent être utilisées pour des finalités démographiques par la suite. Donc, ces registres de 1695-98, c'était un registre de la capitation, c'est-à-dire un impôt que chaque habitant de la ville devait payer. Et donc, dans ces registres de la capitation, j'ai pu voir comment les gens habitaient dans certains îlots du cours. Parce que, malheureusement, je n'ai pas tous les îlots. Dans ces recensements, entre guillemets, il y a seulement une partie
des îlots de Marseille. Les îlots, ça veut dire les pâtés de maison, on va dire. Il n'y a pas tous les îlots, mais on est habitué, quand on travaille dans les archives historiques, on a rarement l'ensemble complet de ce qu'on veut. Donc, bon, voilà, on s'est dit, il y a un tiers à peu près des îlots, mais on fait avec. Et heureusement, donc, il y a plusieurs îlots qui sont dans les cours Belzunce et dans les quartiers Belzunce. Et donc, j'ai pu observer que même au niveau de l'habitation, donc même au sein des immeubles, il y avait de la mixité, on va dire, sociale. C'est-à-dire que, tout d'abord, il n'y avait pas ces présences des marchands et négociants tels qu'on aurait pu penser. Et il y avait des artisans, des détaillants, des pauvres, des mendiants, etc., un peu partout. Pas plus qu'ailleurs, mais pas moins qu'ailleurs non plus. C'était quoi la différence? Une différence, déjà, par rapport à d'autres quartiers de la ville, c'est qu'ici, on avait construit des immeubles de rapport. Parce que, donc, on a ouvert les cours en 1660, enfin, aux années 1660, on a gardé une partie du bâti en faisant des travaux d'alignement, mais on a construit aussi une partie donc, des immeubles. Et souvent, on a investi, ces fameux négociants ont investi dans ces immeubles qu'ils ont achetés et qui ont ensuite loué à une population tout à fait ordinaire, voire modeste. Ce sont donc des immeubles dans lesquels nous avons, par exemple, 4 étages, parfois on a 5 étages, c'est beaucoup pour l'époque, et dans lesquels il y a plusieurs appartements. Donc il y a une sorte de morcellement, et on louait donc ces espaces de la boutique, du rez-de-chaussée, les étages nobles, on va dire, jusqu'au ce qu'on appelait les lovis, c'est-à-dire les toits, les sous-toits. La population, effectivement, alors, je me suis posé la question, est-ce que j'ai des diapos sur ça? Non. Okay. Alors, je disais, là, la population était mélangée, je disais, non seulement au sein du même bâtiment, mais aussi d'un bâtiment à l'autre au niveau des voisinages. 2 bâtiments qui étaient parfaitement à côté pouvaient héberger des populations très différentes d'un point de vue socio-économique. Donc, dans ces cadres, j'ai pu observer l'existence de ce que j'appelle une véritable économie de la mobilité. C'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre de structures d'accueil, donc d'auberges, mais aussi des cafés qui étaient destinés donc à l'accueil de la mobilité. Donc, mon hôtel des Deux Mondes, duquel on est parti, et sur lequel on va revenir, était un élément, on va dire, d'un paysage, qui était un paysage non seulement urbain, mais aussi social. C'est-à-dire que ce cours Belzunce était un lieu de passage, un lieu où les individus circulaient avec leurs charrettes, avec leurs ânes, avec leur bétail, etc. Et ils faisaient halte, donc ils s'arrêtaient dans les hôtels. Donc, là, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai découvert que l'une des tenancières de cet hôtel, au milieu du XVIIIe siècle, donc vers les années 1740, était une telle Anne Bonifay, qui a un nom assez courant, mais malheureusement pour elle, mais heureusement pour moi,
Cette Anne Bonifay, enfin malheureusement pour elle non plus parce qu'elle était déjà décédée, mais bon quand même, pour ses héritiers plutôt. Donc cette Anne Bonifay a fait l'objet d'une plainte de la part des héritiers de son mari. C'est-à-dire que son mari est décédé, son deuxième mari est décédé, et il avait laissé ses biens à un neveu qui habitait dans les montagnes vers Gap. Et ce neveu, à un moment, probablement instruit par quelqu'un, mais je ne sais pas qui, porte plainte contre Anne, contre la veuve donc, qui est décédée entre-temps, donc contre ses héritiers à elle, parce qu'il dit « mais ce n'est pas possible, mon oncle ne m'a presque rien laissé. Où est-ce que s'est passé tout l'argent de mon oncle ?» Sachant que mon oncle avait un hôtel, donc, qui était donc l'hôtel de Deux Mondes, et un autre hôtel qui était l'hôtel Saint-Jean, dans la rue du Petit Saint-Jean, donc ici. Et en fait, tout ce qu'il m'a laissé, c'était vraiment pas grand-chose. Donc, où est-ce qu'il est passé tout l'argent? Et donc, l'idée, la thèse de l'avocat est que Anne Bonifay a dépensé tout l'argent de son mari. Et que donc maintenant, les héritiers, les fils d'Anne Bonifay, sont redevables au fils du mari. Alors cet avocat écrit des mémoires pour préparer enfin qu'il présente pour comment dire, pour attaquer en justice donc Anne Bonifay et les héritiers d'Anne Bonifay. Et les héritiers d'Anne Bonifay ont à leur tour un avocat qui produit des mémoires. Alors c'est une chose presque incroyable pour l'époque moderne, c'est-à-dire que dans ces mémoires, donc, on a tous les... Imaginez maintenant, hein, dans les cas des divorces, par exemple, si un avocat devait faire une relation, un rapport, et donc il raconterait en gros toute l'histoire du couple. Ils ont acheté ça, ils ont fait ça, ils sont arrivés à ce moment, ils habitaient ici, etc. Alors que ce sont des gens complètement ordinaires, en fait. Donc, ça, c'était un véritable coup de chance de tomber sur ces mémoires de cet avocat qui m'ont donné la possibilité d'entrevoir le monde de cette Anne Bonifay d'une façon que ça aurait été très difficile. J'aurais pas pu le faire autrement. J'aurais pu trouver des bribes. Un achat par-ci, un achat par-là, peut-être la date d'arrivée, peut-être le baptême de l'un des enfants, mais pas toutes les informations que j'ai pu avoir. Informations qui m'ont permis donc de voir que, par exemple, cette femme qui était arrivée de Cuges-les-Pins pour s'employer comme domestique, ça, par exemple, j'aurais jamais pu le savoir, qu'elle voulait travailler comme domestique au début. Elle voulait s'employer comme domestique et elle va habiter chez son oncle. Chez son oncle, donc, qui était dans les quartiers, là, dans les quartiers Belzance, à quelques pas d'ici. Et en fait, toute sa vie se déroule dans ces quartiers et à côté du cours Belzance. Non seulement, donc, il y a un ancrage, on va dire, spatial, mais, et je reviens donc à cette question de l'économie de la mobilité, dont Anne Bonifay est un exemple, on voit par exemple donc que Anne Bonifay arrive et elle va habiter chez son oncle qui est un bradier, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique les brides pour les chevaux. Après, elle se marie avec un voiturier qui devient ensuite cabaretier. C'est le premier mari, Jean Lyon, qui décède. Le deuxième mari, c'est encore une fois un aubergiste. Et ses enfants, pareil, ils baignent dans les mêmes milieux. Et ça, c'est l'avocat qui écrit contre Anne Bonifay, donc qui parle mal de ses enfants. Et il dit donc, un des enfants fut aux îles et que l'autre s'engagea. On devait ajouter que le premier revint bientôt des îles sans avoir fait autre chose que des dépenses et que l'enrôlement du second coûta beaucoup à sa mère qui le voulut tirer de là.
Si le troisième fut quelque temps voiturier, il quitta bientôt et tout vécurent comme des jeunes gens de Marseille qui ne veulent pas travailler. Donc il est très, très aigri cet avocat. Et en tout cas, vous voyez toujours des situations de mobilité. Il y en a un qui va aux îles, il y a un autre qui s'engage dans l'armée et un autre qui travaille un peu comme voiturier. Donc Anne baigne complètement, la vie d'Anne se déroule donc dans ce milieu qui est le milieu de l'économie et des transports qui est très, qui émerge très bien de la carte postale que je vous ai montrée. Alors, grâce à ces sources fiscales qui sont un peu fastidieuses, un peu répétitives, un peu difficiles à lire parfois, mais qui sont vraiment une mine d'informations, donc j'ai pu reconstruire avec celle dont je vous ai déjà parlé et une autre de 1714 qui est me semble que c'est un autre impôt, la 10e, mais ça peut être aussi la capitation. Non, c'est toujours la capitation, c'est écrit en bas. Donc vous voyez, j'ai pris deux îlots qui sont donc sur le cours Belzance, en particulier dans la deuxième partie, plutôt donc vers la porte d'Aix que vers la Canebière. Et vous voyez, par exemple, j'ai pris deux îlots comme exemple, comme cas. Par exemple, il y en a un dans lequel, sur 27 maisons, nous avons 4 aubergistes, 4 voituriers, un commis au relais, qui était les relais des chevaux, qui étaient là dans la rue du Relais, là où maintenant il y a un institut d'accueil, je ne me rappelle pas de quelle institution, un porteur de lettres, un maréchal Ferrand, une revendeuse du foin qui était en plus veuve d'un aubergiste. Donc le maréchal Ferrand et la revendeuse de foin travaillent avec les chevaux, évidemment. Donc on est toujours dans la dimension du transport et de la mobilité. Pareil, en 1714, sur 94 ménages, 10 aubergistes, des fabricants de brides, maréchaux ferrants, etc., un voiturier, des tondeurs de mulets, parce que ça aussi il faut faire ça aussi. Donc il y a plusieurs de ces cas, j'en ai pris deux juste pour donner un exemple, pour donner des exemples, mais il y a plusieurs de ces cas dans lesquels vous voyez que les gens étaient occupés dans ces types d'activités. Anne Bonifay aussi, de son côté, ne se limitait pas à louer l'hôtel de Demonde, enfin à louer dans le sens à donner en location, à être la tenancière donc, de l'hôtel, mais elle avait aussi des petites activités d'achat et de vente et de prêt d'argent aussi. C'est-à-dire elle achète du grain, elle achète des fèves, elle prête de l'argent, elle vend une voiture et 2 mules, elle achète du savon et elle achète des fèves. Alors, on voit plusieurs choses dans ces tableaux. Alors, cela contradit évidemment, mais bon, ça nous intéresse relativement, mais juste pour l'anecdote, ça c'est l'avocat donc des héritiers d'Anne Bonifay qui dit non, mais attention, ma cliente, entre guillemets, non seulement n'a pas spolié les patrimoines de son ex-mari, mais au contraire, elle gérait l'hôtel et elle travaillait à côté, elle faisait encore d'autres business, entre guillemets, à côté. Alors, pourquoi elle achetait des fèves, des grains, du savon et des fèves? Bon, mis à part la maison Place de l'Oriole, ce qui nous fait penser qu'elle était quand même arrivée à un certain niveau de fortune. La voiture et les mules, ça aussi, ça nous montre un autre aspect du métier d'aubergiste qui, comme je le disais, sont complètement imbriqués dans cette économie de la mobilité. Donc, c'est non seulement l'accueil, mais aussi le transport. Mais elle achetait des choses en gros pour les revendre en détail à ses clients.
parce qu'on apprend toujours dans ses mémoires que les principaux clients de cette auberge étaient ce qu'ils appellent les muletiers de la montagne. C'est-à-dire, c'était ces gens qui faisaient les allers-retours avec, en particulier, les Alpes, et qui étaient en particulier dans la région des Gap, et qui faisaient donc les allers-retours avec Marseille, vous vous rappelez la notion d'entre-deux, très souvent, plusieurs fois par an, plusieurs fois par mois même. Et ces muletiers, donc ils arrivaient, ils transportaient des choses, ils les stockaient dans l'hôtel, non seulement dans l'hôtel de Deux Mondes, il y en avait des dizaines d'autres, vous l'avez vu avec les détails des métiers dans les îlots, par exemple. Donc l'hôtel de Deux Mondes est un exemple. Donc ils arrivaient, ils stockaient leurs marchandises, ils se reposaient, ils faisaient leurs affaires et ils repartaient. Alors, parmi eux, il y a, par exemple, un tel Joseph Chauvet. Joseph Chauvet, résident en la ville de Digne, qu'est-ce qu'il fait? Il va témoigner, il est appelé par les avocats pour témoigner, pour voir si Anne Bonifay travaillait, si Anne Bonifay avait donc de l'argent qui ne revenait qu'à elle et qui donc ne devait pas, qui donc aurait dû être exclu de l'héritage du mari. Ça, c'est la question, disons, d'un point de vue juridique, c'est ça la question qui les intéresse. Donc, il y a plusieurs de ces témoignages, pas 50 non plus, mais il y en a une dizaine de ces gens qui fréquentaient l'auberge. Et je vous assure que c'est quelque chose de vraiment rare. C'est là que j'ai eu vraiment de la chance. Parce que ces formes de mobilité, c'est quelque chose qu'on peut voir au niveau d'indices. Mais on ne les a jamais déclarés de cette façon. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une institution qui est intéressée à les surveiller, on va dire, et donc qui produirait une source. On demande aux aubergistes de prendre note de leurs clients à chaque fois, mais c'est quelque chose qui est fait de façon très irrégulière et de façon très aléatoire. Et encore qu'à Marseille, on a quelques registres, dans d'autres villes, on n'en a aucun. Donc, ce monsieur Joseph Chauvet, muletier résident à la ville de Digne depuis environ 30 ans, donc on ne sait pas s'il est originaire de la ville de Digne, mais il réside depuis 30 ans, certifie en faveur de la vérité que nous avons fait les voyages de Digne à Marseille avec nos mulets pendant notre résidence jusqu'à ce jour et que depuis près de 30 ans, nous avons logé à l'auberge du Grand Saint-Jean à Marseille, appartenant depuis plusieurs années au sieur Joseph Roman, natif de la Buisse, hameau de la Javie, et actuellement au sieur Anton Roman, bon, son héritier. Que nous avons fait, donc il parle de l'ex-mari d'Anne Bonifay. Et que nous avons fait ces voyages presque tous les 8 jours, ce qui nous a mis à portée de connaître particulièrement tant le dit sieur feu Joseph Roman que la demoiselle Bonifay, son épouse, ainsi que l'intérieur de leur ménage et du trafic qui se faisait. Donc, Joseph Chauvet raconte avoir fait pendant 30 ans l'aller-retour tous les 8 jours. Donc, c'est un exemple très parlant, je trouve, de ces vies qui s'est passées sur le chemin, sur la route. Et pour lesquels, donc, les hôtels étaient des points d'ancrage essentiels dans la ville, sans lesquels cette mobilité récurrente n'aurait pas été possible. Disons en conséquence que lorsque le dit sieur Roman avait acheté l'auberge du Grand Saint-Jean, il n'y avait aucune marchandise de salure ni autre dans son magasin qui servait seulement alors d'entrepôt pour les ballots que nous y laissions. Donc, on va se reposer, on va faire reposer les chevaux, on va aussi entreposer des marchandises. Ainsi, et que quelques années après,
les 10 feux sieur Joseph Roman, pour nous faciliter à tous nos provisions en salure, fit venir dans son magasin quelques marchandises de cette nature, dont il nous faisait l'expédition pour notre facilité. Que cette expédition, ainsi que leur paiement, nous en était faite tantôt par les 10 Romans, tantôt par la demoiselle Bonifay, son épouse, avec lesquelles nous traitions indistinctement. Donc, au-delà des finalités qui sont propres à cette... je vais juste regarder l'heure. Oui, il faudrait que j'arrête, non? Rapide. Hein? 10, 5, bon. OK. Donc, ça veut dire donc que là, nous comprenons à quoi l'achat de ces marchandises servait à Anne Bonifay, c'est-à-dire qu'ils avaient un petit, dans d'autres témoignages, on découvre que ces petits magasins étaient en dessous de l'escalier, comme ça, et donc qui étaient gérés à la fois par Anne et par son mari. Donc, qui faisait donc du commerce, et ce commerce était se fondait, disons, sur la mobilité de ces muletiers de la montagne. Ces muletiers de la montagne étaient des pays, entre guillemets, de Joseph Roman. Un autre témoignage dit qu'il connaît, un autre muletier dit qu'il connaît Joseph Roman parce qu'ils sont, ils sont originaires de 2 hameaux qui sont très proches et que pendant toutes ces années, quand il venait à Marseille, il logeait dans son hôtel et qu'il faisait des affaires avec, du business avec, et que donc, pour toutes ces raisons, il pouvait témoigner en faveur de ces messieurs Roman, Joseph Roman. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de voir dans ces modèles d'émigration et d'accueil des similitudes très très fortes avec la fonction que maintenant ont les hôtels meublés. Alors maintenant, c'est encore en train d'évoluer parce que la population les publics typiques des hôtels meublés de Belzunce est en train petit à petit de diminuer. Là aussi, je vous dis quelque chose que je pense que vous savez très bien. Très souvent, les hôtels meublés de Belzunce étaient occupés ils logeaient, accueillaient des Chibani, c'est-à-dire des personnes âgées, la plupart des fois, d'origine donc maghrébine, qui étaient venus notamment travailler en France pendant les 30 Glorieuses et qui, vous le savez aussi, ont l'obligation de résider en France 6 mois plus 1 jour pour pouvoir percevoir leur retraite. Et avant, c'était aussi pour les soins. Maintenant, ça a changé. Donc, il n'y a plus l'obligation pour ce qui concerne la sécurité sociale, mais pour la retraite, oui. Donc, comment dire, l'entre-deux est vraiment inhérent à leur mode de vie. C'est quelque chose qui caractérise leur statut. C'est quelque chose qui caractérise non seulement leur situation administrative, mais aussi, évidemment, leur situation personnelle, vu qu'ils ont laissé la famille en Algérie ou en Tunisie, Maroc, etc. Enfin, non, pas trop, etc. Et qui ont fait, en réalité, une très grande partie de leur vie d'adulte ici, à Marseille. Donc, il y a une similitude en ce qui concerne ces vies qui se sont faites vraiment dans les déplacements, dans le fait d'être entre deux, dans le fait d'arriver sur le cours Belzunce et y trouver un réseau de gens qui viennent du pays, des Dignes, des Gap à l'époque moderne, de l'Algérie maintenant. Il y a une similitude dans le fait que sans les hôtels, sans ce type de structure, cette mobilité serait impossible. Et il y a aussi une similitude dans le fait que les hôtels meublés n'étaient pas, dans les hôtels meublés ne logeaient pas seulement donc,
les travailleurs retraités, les anciens ouvriers souvent retraités, mais aussi des gens qui font du commerce, des gens qui font et qui faisaient notamment du commerce. Il faut considérer que... Est-ce que j'ai la citation? Non, c'est pas grave. Je mets un monsieur qui se promène. Il faut considérer que dans les années 80, donc jusqu'aux années 80, les cours Belzunce, enfin les quartiers Belzunce, mais ça aussi je pense que vous le savez très bien, étaient une sorte de centre commercial à ciel ouvert pour beaucoup des Maghrébins qui venaient, même pendant quelques jours seulement, acheter des produits qu'ils n'auraient pas trouvés chez eux et qui ensuite ramenaient chez eux. L'Algérie en particulier avait des possibilités, des disponibilités d'achat, les Algériens, mais ils n'avaient pas autant de produits technologiques comme en France. Donc ils prenaient les bateaux, ils venaient sur le cours Belzunce, ils achetaient, ils restaient un peu de temps et ils repartaient. Et des sociologues comme Michel Peraldi, qui a eu la gentillesse d'écrire la préface de mon livre, ont calculé que les cours Belzunce, les commerces sur le cours Belzunce, avaient produisaient un revenu qui était comparable à celui des plus grands centres commerciaux de l'époque. Or, l'introduction des visas pour les Algériens a changé complètement la donne. C'est-à-dire que ces commerces et cette facilité d'accès a été complètement cassée, on va dire, supprimée. Et donc, ça a été un événement majeur dans ce processus de dégradation, si vous voulez, quelque part, du quartier. Donc, ce n'est pas l'immigration en soi, mais ça a été, par exemple, des décisions qui ont porté à une sorte de diminution et de dégradation donc, des activités commerciales. Je voulais terminer sur... Alors, si vous voyez donc cette frise chronologique, donc, vous voyez que au début, enfin, jusqu'aux années 1870, dans les rez-de-chaussée de l'hôtel de Deux Mondes, on a des diligences, c'est-à-dire des compagnies de messagerie qui faisaient donc l'aller-retour plus ou moins sur ces chemins-là et qui donc reliait Marseille à une partie donc, de la frontière, presque la frontière avec l'Italie et jusqu'à la Suisse. Dans l'indicateur marseillais, nous trouvons, par exemple, parce que comment je fais pour les localiser? Comment je fais pour savoir que ces entreprises étaient dans l'hôtel de Deux Mondes? Eh bien, parce que si on regarde l'indicateur marseillais, on voit que, et on va regarder les 32 cours Belzunce, parce qu'à l'époque c'était les 32 cours Belzunce, ce n'est pas les 46, eh bien, on voit par exemple que les messageries des Alpes, entreprise de M. Aubert, fils, maître de poste à Gap, service de Marseille à Gap, tous les jours à midi, cours Belzunce 32, hôtel de Deux Pommes. Oui, parce qu'avant il s'appelait de Deux Pommes, j'ai oublié ce détail important. Cette entreprise correspond avec Lyon et Grenoble, service pour Embrun, Briançon et Turin, Manosque, Man et Fort-Calquier. Elle offre, messieurs les voyageurs, commodité et célérité. Voilà. Il y a aussi les messageries générales du Var, Bagari-Fils, etc. Donc, grâce à l'indicateur marseillais, j'ai pu repérer un peu la succession de ces messageries. Alors, petit détail rigolo, entre guillemets. Donc, on a dit commodité et célérité. Alors, célérité peut-être, commodité, bon, c'est quelques années après, mais 1909,
J'ai pris dans la petite ville où je suis en villégiature d'hiver les véhicules que les habitants d'ici appellent les courriers et que les conducteurs, par une inscription apparente, désignent sous le nom pompeux de messagerie des Alpes. Antique diligence avec laquelle tu n'as jamais fait connaissance, j'en suis sûre. Sur le noble coussin du char au dur ressort, je voyageais pendant 4 heures, chaoté, assourdi par le bruit des vitres mal fixées, les rames brisées, les jambes ankylosées, et non sans avoir éprouvé un commencement de mal de mer. Mais enfin, me voici à la station où je dois descendre. Ici, il faut quitter la route carrossable et prendre un sentier de montagne, effectivement. Ce n'était pas les messageries arrivées jusqu'aux grandes villes, on va dire, et après, elle devait s'arrêter. Sur ce chemin donc, qui reliait Marseille à Gap, on avait, pour un total de 178 km, ça c'est un guide de 1842, vous voyez combien de points, de haltes il y a tout le long du chemin. Et il faut imaginer donc que ces lieux étaient, ce n'était pas comme l'hôtel de Demande ou comme les hôtels de Belzunce où il y avait une autre, ce sont des structures urbaines, donc évidemment il y a des différences. Mais vous voyez que c'était vraiment les lieux de vie de tous ces individus qui faisaient les allers-retours constamment. Je vais terminer sur une réflexion. Donc, déjà, après 1870, qu'est-ce qui se passe? Les messageries disparaissent parce que ce qui commence à se faire de plus en plus fréquent, c'est le commerce maritime, donc avec la Méditerranée, donc justement avec les colonies. Donc, le public change, les gérants changent. Les rez-de-chaussée changent aussi, donc les diligences quittent l'hôtel de Demande et les rez-de-chaussée se transforment en café. Donc là, il était... Non, ça c'est le Touring Hotel. Bon, en tout cas, non, je l'avais mis l'image. Non, c'est pas les mêmes, mais c'est un café, donc ça c'est sur le cours Saint-Louis. Donc, c'était des cafés comme ça. Fonction que, bon, vous savez très bien que a été gardée parce que, bon, là maintenant, on n'a pas de café, on n'a pas les phocéens, etc. Mais on a des snacks, des cafés et des snacks qui ont exactement la même fonction qu'ils avaient à l'époque. C'est-à-dire, d'une part, donner à manger, donner à boire. Et ils sont... Bon, là, c'était les photos, je les ai prises pendant le Covid, donc il me semble donc, qu'il n'y avait pas grand monde. Mais sinon, vous savez très bien que ce sont des lieux de socialité, et des lieux de socialité en particulier pour des gens qui habitent dans des logements dans lesquels ils n'ont pas la place ni l'aise d'accueillir du monde, et qui donc externalisent toutes les fonctions liées à la socialité. Alors, je conclus vraiment avec cette diapo. En 1876, il y a beaucoup de non-marseillais sur le cours Belzunce. Au total, 68%. Donc, si on parle de migration, on voit que déjà à la fin du 19e siècle et avant la migration donc, massive, avant l'arrivée importante donc, depuis le Maghreb, on voit que le cours Belzunce est déjà un lieu de migration, un lieu de mobilité, avec des migrants qui ont évidemment une autre origine, c'est-à-dire que ce sont des migrants internes à la France, des migrations donc entre guillemets de proximité, les Basses-Alpes en première, et nous savons maintenant par cœur pourquoi, parce que j'ai passé quand même beaucoup de temps. On commence à voir quand même pas mal d'Italiens. Et donc, voilà, on peut voir ces vagues migratoires qui se succèdent à partir, donc, en gardant la focale sur cet hôtel. Mais ce qui m'intéressait,
et je conclus avec une petite, pas provocation, mais interrogation, c'est que, donc, 68% ne sont pas marseillais, d'accord? Et pourtant, c'est seulement à l'arrivée, c'est seulement avec l'arrivée des Maghrébins que Belzance devient Belzance, c'est-à-dire les quartiers mal réputés, où on a peur, où les souks, qui est donc représenté avec les différentes images que nous avons vues tout à l'heure, qui nous parlent en réalité d'un commerce au détail, d'un commerce de rue qui a toujours existé, on l'a vu avec les sources. Les catégories des entrepreneuriat ethnique et même des groupes ethniques, si nous allons voir les définitions, s'appliquent aussi bien aux gens des Basses-Alpes qu'aux gens qui viennent des régions d'Algérie ou d'Algérie en général. L'entrepreneuriat ethnique, quand on dit un magasin ethnique, on pense toujours aux restaurants ethniques, on pense chinois, etc. L'entrepreneuriat ethnique est défini comme un ensemble de liens et de modèles réguliers d'interaction entre des personnes partageant une origine nationale commune ou des expériences migratoires. Nos muletiers et nos aubergistes des Basses-Alpes s'inscrivent exactement dans ce cadre, font exactement ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'on les appellerait un groupe ethnique, et ce n'est pas pour autant qu'on a perçu cette mobilité comme dangereuse ou comme synonyme de dégradation du quartier. Voilà, donc je conclus avec, comme je conclus mon livre, cette recherche a voulu être presque un outil presque pour nos décideurs, on va dire, politiques, sauf que, bon, après, il est resté, je l'ai envoyé à personne, donc je ne pense pas qu'ils vont le lire, mais dans l'idée, dans l'intention, l'idée était vraiment de dire, écoutez, Belzance a toujours été ça, Belzance a été toujours un quartier de mobilité, et pourtant a été un quartier qui était considéré à l'avant-garde d'un point de vue architectural, d'un point de vue économique, a été un quartier qui est fondé sur la mobilité et sur le commerce, et cela n'a jamais dérangé personne jusqu'à l'arrivée de certains migrants. Donc, pensons à des modèles de réhabilitation, éradication de l'habitat indigne dans l'hôtel de Demande, mais qui ne soit pas un prétexte pour un retour à un passé qui n'a jamais existé. Donc, c'est beau quartier de négociants, sans pauvres, etc. Historiquement, ça n'a jamais existé. Après, s'ils veulent les créer, qu'ils les fassent, mais ça ne sera pas renouer avec l'histoire, ça sera complètement changer l'histoire du quartier et de la ville de Marseille. Merci. Je ne sais pas s'il marche, oui. Merci beaucoup pour cet exposé qui vraiment apporte beaucoup parce qu'il redonne une réalité populaire à ce quartier qui a été effectivement un quartier au départ très spéculatif et qui a aussi abrité des grandes familles. Alors, ce qui était intéressant à l'époque moderne et qui disparaît à la fin du XIXe siècle, c'est que la sociologie était toujours diverse. Les grandes familles vivaient avec autour toute une population à leur service plus ou moins, ou directement exploitant leurs biens, de personnes qui étaient beaucoup plus modestes. Exactement. Et par ailleurs, ce qui était très intéressant aussi, c'est que vous avez relié le cours Belzance, enfin le quartier, si je comprends bien, parce qu'il y a aussi les rues adjacentes, avec la vie économique. Et c'est très intéressant le travail que vous avez fait, parce qu'il permet de comprendre ce qui se passait de l'époque moderne au XIXe siècle. Je vous donne qu'un exemple, et puis on passera aux questions. C'est qu'on oublie souvent que le cours Belzance est dans la continuité de la rue d'Aix. Et la rue d'Aix, c'était un lieu vital de l'économie marseillaise depuis l'époque moderne. Et à tel point que quand on va créer le boulevard national, on
on va le créer pour dégorger cette avenue d'Aix. Et alors, vous avez étudié les îlots, je terminerai sur ça, les îlots qui étaient le plus près justement de la rue d'Aix. Alors, il serait intéressant, peut-être plus tard, de voir quelle était la sociologie des îlots qui étaient, eux, plus près de la Canebière. Peut-être qu'on aurait là aussi encore d'autres apports, mais c'est extraordinaire parce que vous avez utilisé des documents vraiment très, très intéressants. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des questions. Donc, la parole est à vous. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre exposé, vraiment très, très intéressant. Et surtout, vous avez fait la démonstration qu'il y a encore de beaux jours pour les chercheurs et pour les curieux dans l'utilisation des archives et de tous ces documents. Vous nous avez un peu baladé. Moi, j'avais toujours en arrière-plan ce que vous avez dit au début, que vous avez travaillé sur Rome, Tunis, Naples et Marseille. Et effectivement, je ne pouvais m'empêcher de faire le parallèle entre Naples et Marseille. Naples que je connais bien, j'y ai travaillé pendant plus de 4 ans. Et quand on pense à tout le quartier espagnol, par exemple, avec les Bassi, qui sont occupés par des petits métiers, des pauvres gens, mais qui font tout du petit commerce. Il y a une vie extraordinaire, et pour moi, ça reflète un petit peu ce qui devait se passer dans le Corbelzens à une certaine époque. Puisque c'est toujours la même chose, du point de vue de l'histoire de l'urbanisme, on voit toujours les beaux quartiers qui se paupérisent petit à petit et qui changent complètement de destination au bout d'un certain temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous déjà pour vos commentaires et pour cette question qui me permet effectivement de revenir très rapidement sur cette autre ville que j'ai pu étudier. Et alors, tout à fait, la comparaison avec les quartiers espagnols, je pense qu'elle est tout à fait pertinente. Et il y a plusieurs choses intéressantes à dire. Je me limiterai à parler, là aussi, dans les quartiers espagnols, maintenant, on a un autre phénomène. Donc, si Belzunce reste encore plus ou moins non touché par le tourisme et ces projets de réhabilitation, bon, ça commence, mais dans les quartiers espagnols, là, c'est devenu un endroit aussi où les Napolitains même mettent en scène une supposée napolitanité, c'est-à-dire qu'il y a des agences touristiques qui sont spécialisées dans la location des bassi pour vivre l'expérience authentique de Naples. Sauf que les bassi étaient, vous le savez très bien parce que vous y avez habité, enfin, je ne sais pas si c'était dans un basso, mais vous avez habité à Naples, c'était des endroits complètement insalubres. En fait, les bassi, c'est des rez-de-chaussée, c'est une pièce au rez-de-chaussée qui n'ont pas de fenêtres et dont la seule source d'air et de lumière est la porte. Et là, il y avait des familles entières qui habitaient. Et maintenant, ils les ont un peu retapés, ils ont refait la peinture, ils ont mis la clim, ils ont mis les humidificateurs et tout ça. Et donc, il y a des agences qui proposent à la location ces types de logements comme des possibilités de faire une expérience authentique de Naples. Bon. La chose intéressante est que Naples, dans cette recherche qu'on a menée, donc moi j'ai coordonné, on va dire, mais il y avait donc d'autres collègues qui travaillaient avec moi. Et ce qui a émergé comme la comparaison la plus pertinente était vraiment entre Naples et Tunis, parce qu'il y avait les fondouks. Parce qu'à Naples, à Tunis, il y a des fondouks, il y en a encore, qui veut dire hôtel en arabe. Et à Naples, on a eu fondaci, donc on voit bien que c'est le même mot, et qui ont eu des évolutions différentes. À Tunis, ils sont encore, au moins ce que j'ai pu voir, ils sont encore des lieux où, comme à l'origine, il y avait donc ce sont des lieux qui sont faits sur une cour, autour d'une cour centrale, en atrium. Donc on a les marchandises qui sont stockées au rez-de-chaussée et à l'étage il y a des petites
chambres, cellules plutôt, pour les gens qui viennent travailler, qui sont toujours des saisonniers, des journaliers, des zones rurales de la Tunisie. À Naples, on n'a plus ce type d'économie. Et donc, ils sont devenus des lieux d'habitation, à la fois pour des Napolitains, des souches, on va dire, et des souches d'origine, hein, mais pas, il ne faut pas imaginer que ce soit des gens aisés, au contraire, tout au contraire, et par des communautés migrantes aussi. Donc, on a perdu, si vous voulez, les liens avec la mobilité, sauf dans les cas des liens avec sauf dans les cas où ils sont habités avec les migrants. Mais ce sont quand même des lieux qui sont habités par une population précaire, d'un point de vue économique. Je voudrais vous poser une question à propos de l'image qu'on a aujourd'hui du cours Belzunce. On a une image où le bâtiment ancien est d'un seul côté. L'autre côté a disparu dans les années 20 et maintenant, ici, on n'imagine plus ce que ça pouvait être. Et moi, j'aurais aimé avoir une image un peu de cet aspect disparu du cours Belzunce. On voit le côté Alcazar, on voit le côté Alcazar plus ou moins modernisé, mais enfin l'autre côté qui a disparu, je crois, vers 1925, devait avoir aussi, avec les vieilles rues, avec les rues étroites, sombres, etc., devait avoir un côté pittoresque assez remarquable. Si on voit quelque chose dans le... Bon, oui, je peux prendre ça. Bah, déjà, vous voyez que... Alors, oui, ça c'est une figure que je fais pour les livres. En fait, j'ai localisé les structures d'accueil. Donc, structures d'accueil qui sont en jaune les gens logeant la nuit, en orange les chambres garnies, en rose les auberges, en bleu les hôtels et en vert les restaurants. Il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, vous pouvez voir en réalité qu'il y a d'un point de vue urbanistique, on est plus ou moins sur les mêmes... ça, c'est le plan Pierron de 1785. Vous le trouvez en ligne, vous pouvez zoomer encore plus et vous avez toute la ville de Marseille en plus. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de grosses différences. Et aussi, quand j'ai étudié un peu avec l'indicateur marseillais toute la succession des commerces qu'il y avait sur le cours Belzunce, il n'y avait vraiment pas de différence des deux côtés. Du côté, disons, où il y a maintenant le tour de la Bourdette, il y avait par exemple deux auberges très importantes, très connues, où avaient résidé aussi des personnages un peu importants. Un, c'était les moutons couronnés, et l'autre était là, la Croix de Malte, il me semble. Et vous voyez aussi que la distribution des... si vous voulez, oui, on observe quand même une différence. Par exemple, si on prend cette carte, alors souvent, on a fait... c'est Augustin Fabre, malheureusement, qui était un conseiller municipal, qui écrit des descriptions de Marseille, des guides de Marseille. Je ne me rappelle pas exactement les années, mais c'est la deuxième moitié du 19e siècle, la seconde moitié. Et donc lui aussi, il véhicule beaucoup cette idée du beau monde, etc., en particulier sur ce qu'il appelle les grands cours, qui serait la partie, voilà, cette moitié-là, la moitié sud, on va dire, du cours Belzunce. Et l'autre cours serait les petits cours, et ça aurait été habité un peu plus par des gens un peu plus modestes. En réalité, moi, j'ai vérifié avec les données et ce n'était absolument pas le cas. Il y a une mixité dans les deux parties. Donc, par contre, ce que j'ai remarqué avec cette carte, c'est une division éventuellement est-ouest, plutôt. C'est-à-dire que si on va localiser les auberges, elles sont il y a une densité plus importante sur la droite, et même les hôtels, alors que du côté
moi je suis nulle avec les... Voilà. Du côté est, et en particulier nord-est, donc les Grandes Carmes, les quartiers des Grandes Carmes, c'était un quartier extrêmement pauvre, enfin un sous-quartier extrêmement pauvre. Et donc il y avait probablement quelques différences, mais pas tellement sur le cours, mais effectivement sur cette partie à l'intérieur. Ce sont toutes des recherches qui sont faisables, notamment pour le 19e siècle, parce que l'indicateur marseillais met l'adresse il y a les adresses de tout. C'est comme les pages jaunes maintenant, qui n'existent plus d'ailleurs. Je vais rajouter quelque chose pour le 19e siècle, c'est qu'on a de grandes transformations urbaines et il y a de grosses spéculations et on va construire la rue Colbert. Donc il y a tout un pan de cette partie du cours qui devait déjà être un peu vétuste, qui a été démoli, qui ne sera pas reconstruit. Il va rester longtemps des terrains en friche, hein, jusqu'aux années où on va construire le centre-bourse, etc. On va avoir un reliquat de ces périodes. Et donc le cours Benzens, Augustin Fabre, dans sa description des rues de Marseille, il parle des ouvriers qui, à 5 heures du matin, cherchent du travail sur le cours Benzens. Donc lui-même en parle comme ça. Donc c'était déjà, d'ailleurs, il y avait le recrutement se faisait aussi à la place des Feignants, c'est-à-dire tout au bout de la rue Saint-Jean. Donc on voit les Capucins, etc. Place des Feignants, on voyait, hein, comme dans la mentalité, le pauvre, celui qui louait son travail pour la journée, était considéré. Hein. Voilà. En réalité, il se levait de très bonne heure. Voilà, donc ça complète. Oui, et c'est très intéressant, effectivement, cette question des ouvriers qui cherchent du travail, parce que c'est justement Augustin Fabre et d'autres conseillers qui vont promouvoir les changements du sens du trafic, disons, de la circulation dans les cours Belzunce, qui, donc, avant, on avait la promenade centrale et les voitures qui passaient à côté. D'accord ? La circulation se faisait sur la contre-allée et sur les cours centrales, on va dire, il y avait la promenade. Ils vont échanger ensuite. Et donc, ça va devenir comme maintenant à peu près. Bon, là, ça a encore changé, mais bon, c'est plus semblable à maintenant. Et alors, quelle est la raison que les conseillers municipaux donnent ? C'est exactement, comme Chantal le disait, il y a un conseiller qui n'est pas Augustin Fabre, je ne me rappelle pas son nom, qui dit de toute façon, Marseille a besoin d'un endroit pour que ce soit, comment dire, d'une voie pour le commerce, que ce soit à la hauteur de ce que la ville est devenue, etc. Et de toute façon, quel beau monde se promène sur le cours Belzunce. Ce sont juste des gens désœuvrés, justement. C'est un peuple il parle avec un très grand mépris, en fait, de ces gens. Il ne les appelle pas fainéants, mais presque. Et donc, si c'est pour que c'est eux qui se promènent, eh bien, on n'a pas besoin de cet espace, on peut y faire passer les voitures tranquillement. Et moi, j'ai connu les Luna Park. En face, si venaient les Luna Park, vous aviez aussi les cireurs de chaussures, vous avez aussi les aiguiseurs de couteaux à pédales. Moi, j'ai connu, j'ai 72 ans. Hein, je peux vous dire, il y avait plein de petits commerces. Et en plus, moi, j'avais un ami qui était juif. Il y avait des juifs aussi. Il avait un grand hôtel. Je ne sais pas si c'est l'hôtel des Deux Mondes, mais je sais qu'il avait un grand hôtel parce que j'étais dans une école privée qui coûtait cher. Ils avaient de l'argent. Hein, et la cohabitation se faisait très bien avec les Arabes à l'époque. Il n'y avait pas, comme vous dites, et c'est après que c'est devenu, à cause des religieux, tout ça qui sont arrivés, les curés, les armurés vivantes, tout ça. Bon, alors, et vous avez oublié aussi que beaucoup venaient pour les prostituées, pour les travailleuses du sexe derrière, qu'il y avait énormément de prostituées, ils allaient boire un coup à l'auberge devant, et ça se passait très bien, il n'y avait pas de délinquance. Moi, j'ai jamais vu de gens comme ça. C'est après que c'est arrivé, avec le chômage et peut-être avec les flics qui ont jeté les prostituées comme des chiennes, avec des chiennes qui ont eu des morsures d'ailleurs. Et moi, je me rappelle, c'est immonde ce qu'ils ont fait. Et on a des lois de Nuremberg sur la prostitution. Maintenant, il faudrait un peu réagir et arrêter d'emmerder ces pauvres femmes, hein, parce qu'elles veulent être légalisées et elles veulent travailler, c'est tout. Voilà. Il était où le Luna Park ?
Oui, effectivement, la prostitution, c'est un aspect sur lequel je ne me suis pas du tout penchée, mais c'est vrai que sur la rue Tapis Vert, surtout, il y avait cette réputation. Tubano, ouais. D'ailleurs, rue du Tapis Vert, donc là où il y a eu la Marseillaise, il y avait déjà des cafés donc, au 17e, dans les rues adjacentes. Après, déjà, je devrais voir quand est-ce que ça commence comme phénomène. On le connaît pour l'époque contemporaine, mais est-ce qu'à l'époque moderne c'était pareil? Et est-ce qu'on peut l'inclure dans une économie de la mobilité? Je ne sais pas. Une partie. Ah, bonsoir, c'est moi qui ai le micro. Question. Déjà, merci pour cette déconstruction documentée de ce mythe du cours Belzunce exclusivement bourgeois. Et justement, j'aimerais revenir sur ce mythe. Est-ce que ce mythe, il est récent? Est-ce que c'est une construction récente, justement, pour souligner cette immigration maghrébine qui aurait, dans l'imaginaire, envahi Belzunce et le corrompt par rapport à ce passé jadis glorieux? Ou est-ce que c'est dès l'origine, dès le percement de cette avenue, qu'il y avait ce projet politique d'en faire une vitrine et que le mythe a déjà été créé dès sa construction? Alors, les raisons, comme je le disais, qui ont poussé à l'ouverture de ce cours Belzunce ont été notamment, oui, l'embellissement esthétique, donc, mais notamment lié au commerce, notamment lié au fait de pouvoir faire des affaires, donc des trafics, pas au niveau illégal, je veux dire des commerces, de la circulation des marchandises. Et on voulait des gens actifs sur ce cours Belzunce, c'est-à-dire que le cours Belzunce devait être un lieu où on produisait du revenu, au point qu'on empêche les religieux d'acheter des parcelles, des terrains pour construire leur couvent, parce que les religieux ne travaillent pas. Donc, mais il n'y avait pas une préclusion, on va dire, comment dire, mis à part cette question des religieux, donc des couvents, il n'y avait aucune loi qui tendait à favoriser l'installation des marchands, par exemple, ou des négociants, ou qui aurait exclu, vice-versa, les catégories les plus pauvres de la population. Dans le registre de 1714, qui est moins intéressant que celui de la fin du XVIIe, parce qu'il n'y a que le chef de ménage, mais il y a tous les îlots, et il y a surtout combien ils payent d'impôts. Donc, dans tous les îlots du quartier, parce que là, pour le coup, on a tous les îlots, la valeur la plus répandue est 2, c'est-à-dire le minimum. Donc, déjà, à cette époque-là, donc 40 ans, 50 ans après la construction, c'était une population typique des villes d'Ancien Régime, c'est-à-dire une population qui, pour 80%, était formée par des gens qu'on appellerait pauvres maintenant. Cette question de la comment dire, de la mémoire, comment se former, disons, cette mémoire, moi je pense qu'un moment clé est vraiment celui que j'ai cité, que Chantal aussi a cité, dans lequel on fait ces changements sur le cours, en disant que ce qu'il y avait avant, ça n'existe plus. Et que donc, on peut maintenant faire place aux voitures parce que, de toute façon, le beau monde ne vient plus se promener ici. Mais en réalité, le beau monde y allait, mais il n'y avait pas que ça. C'est ça la question, en fait. Voilà. Il y avait, des usages plus esthétiques ou ostentatoires, on va dire, du cours, mais qui cohabitaient avec... voilà, des mendiants, des colporteurs, etc., etc. J'aurais voulu ajouter une remarque, c'est que dans les périodes que vous avez étudiées et après, ces quartiers-là sont de grands lieux de production. Il y a des usines, il y a des fabriques de chapeaux, des verreries, de toutes sortes d'artisanats très importants qui va beaucoup souffrir.
Et bien sûr, la partie commerciale. Et on a évoqué tout à l'heure pour les Maghrébins, quelle a été la cassure. La cassure économique, puisque elle a concerné aussi la rue de la République, c'est à la fin des années 70, où on a annulé les accords économiques avec le Maghreb et une partie de l'Afrique. Alors, il y a eu la suppression du franc CFA, mais surtout, on a aboli les franchises, c'est-à-dire les exemptions d'impôts sur les marchandises qui partaient au Maghreb. Et à partir de là, il y a eu toute une population qui n'a pas pu survivre économiquement, qui a eu d'énormes difficultés, puisque tout s'est arrêté brutalement. Et de plus, depuis la fin du 19e, on a un habitat qui n'a plus été entretenu. Donc une paupérisation des habitants qui est inévitable, puisque peu à peu, même si au départ elle est modeste et modérée, ça s'est accéléré de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'on est dans un quartier typiquement moderne. Si on l'avait entretenu, on pourrait encore le faire. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce quartier. Oui, c'est ça. Oui. Non, allez-y, allez-y. Elle attend le micro parce que sinon on n'entend pas. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence, c'était passionnant. J'avais 2 questions. La première, c'était si vous pouviez un peu nous parler de l'artisanat autour du textile. J'avais entendu que Belzins, ça avait été économiquement dynamisé par rapport à ça, et aussi avec une certaine immigration asiatique dans le quartier. Donc voilà, je ne suis pas du tout experte du sujet, j'étais assez curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Et la deuxième, c'était en termes de prospective par rapport aux évolutions à venir de Belzins, si on peut parler de paupérisation ou plutôt de gentrification, ou alors si c'est une question mal posée et où on n'est ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas si vous aviez travaillé là-dessus, mais voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Merci. Alors, merci pour vos remarques. Je donne les peu d'éléments de réponse que j'ai. Après, je passe la parole sans doute à Chantal ou à d'autres qui en savent plus que moi. Donc, pour la présence chinoise, non, je ne saurais pas tellement vous aiguiller. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que le textile était l'un des domaines de production et de vente du cours Belzins les plus importants. C'est-à-dire, et donc, j'avais mis des photos aussi à côté les procès-verbaux de la police avec tous les magasins de vêtements qu'il y a maintenant. C'est étrange parce que ce ne sont pas du tout les mêmes filières, ce ne sont pas du tout les mêmes acteurs. Mais il y a certaines choses qui restent tout au long des siècles. Donc, par exemple, cette vente des vêtements pas chers, on va dire, c'est quelque chose que je retrouve déjà dans mon cours du XVIIe siècle. Et pour ce qui concerne la gentrification ou pas, moi, je suis arrivée à Marseille en 2013. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu beaucoup changer les quartiers de l'Opéra, par exemple. Là, il y a plus que des bars, des cafés. Voilà. Le cours Belzins, il me semble que ces choses vont beaucoup plus lentement. Là, ils ont mis un hôtel. Mais sinon, pour le reste, oui, le commerce change, mais il ne change pas comme dans les quartiers de l'Opéra. Je ne vois pas cette énorme, pour l'instant. Les tentatives ne sont pas réussies. Maintenant, là, ils vont installer la faculté de la nouvelle école d'architecture et paysage, etc., à la Porte d'Aix. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Probablement, je ne pense pas qu'il y aura un très grand effet de gentrification. Ça va amener une population étudiante, peut-être. C'est vrai que parfois, la population étudiante, c'est la première étape, mais à voir. Alors, c'est sûr que là, il faudrait des réponses de sociologues qui aient travaillé sur le sujet. Je peux juste parler du commerce de gros, des textiles. Il est très ancien. Oui, très ancien. Et il y avait même une production au départ, mais qui a été arrêtée dans ces années 70, parce que c'était à la fin tourné vers le Maghreb. Et les Chinois ont remplacé les Maghrébins, les vieilles familles maghrébines qui étaient là depuis 1 siècle et demi d'ailleurs, même plus, 2 siècles.
On a retrouvé des traces de familles très intéressantes qui s'occupaient déjà de ça, des familles juives du Maghreb qui s'en occupaient, qui étaient spécialisées dans ce commerce. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est les Chinois, demain ce sera d'autres. Mais c'est vrai, c'est intéressant de voir qu'il y a des parties d'activité qui continuent, même si les acteurs, eux, changent. Il y a une certaine continuité, oui. Est-ce que il me semble, pour y avoir circulé il y a 3 jours, ou à peu près, que les propriétaires de ces magasins de gros sont toujours maghrébins. Par contre, c'est la production qui vient de Chine. Voilà, c'est ça. Voilà, on trouve beaucoup de... Mais d'après ce que j'ai vu en passant, ça m'a donné cette impression-là. L'une n'a pas enlevé totalement l'autre, etc. Oui, d'accord, il y a un renouvellement quand même. Entendu. Bien, écoutez, vraiment, on a été très heureux de discuter de ça. Il y aura encore bien d'autres questions, bien d'autres choses à dire. Et en tout cas, on vous remercie vraiment parce que ça renouvelle le regard sur nos quartiers et sur notre patrimoine que nous défendons tous. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin.